La cordillère des Andes est la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde. Elle est la colonne vertébrale du continent sud-américain. On peut suivre son relief à partir du Venezuela, traverser la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili, l'Argentine. Elle se prolonge ensuite sur la Terre de Feu, plonge entre les océans Atlantique et Pacifique. Elle donne un dernier signe de sa vigueur par un piton rocheux secoué par des tempêtes extraordinaires, le Cap Horn. Dans sa partie australe, la cordillère des Andes traverse une région grande comme 5 fois la France. À cheval entre le Chili à l'ouest et l'Argentine à l'est. Entre une côte arrosée par les pluies à l'ouest et à l'est, une steppe aride. Cette région, dont les périodes glaciaires ont définitivement marqué sa physionomie, a reçu un très joli nom. La Patagonie. Un lieu longtemps inaccessible, que seuls les grands aventuriers animés par l'esprit de conquête se risquaient à atteindre. Mais qu'est-ce que la Patagonie ? Est-ce un lieu sur Terre ou un coin de notre imaginaire ? Pendant longtemps, la Patagonie ne fut qu'une terre de nadiers, une terre nulle, une incarnation géographique et politique du vide et de l'inconnu. Elle n'était que l'obstacle à franchir pour rejoindre le Pacifique. C'est seulement à la fin du XIXe siècle que les jeunes États du Chili et d'Argentine se firent la course pour marquer leur présence en colonisant ce territoire. La Patagonie devint alors une terre bonne à exploiter. Une sorte de Far South qui, dans la même époque, faisait écho au Far West états-unien. Les nombreuses légendes qui ont participé au mythe de la Patagonie attirent aujourd'hui une population avide de grands espaces, de sensations fortes et d'exploits sportifs. La Patagonie obstacle est devenue la Patagonie spectacle. Ce voyage, qui nous mènera aux confins du monde, commence à Punta Arenas, qui se dispute avec Ushuaia, le titre de la ville la plus au sud de notre planète. Fondée en 1848 sur le détroit de Magellan, à mi-parcours entre l'Atlantique et le Pacifique, elle fut nommée Sandy Point par les Anglais, puis renommée en espagnol Punta Arenas, la pointe des sables. Ses 132 000 habitants en font la ville la plus dense et la plus cosmopolite de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien. Peuplée surtout par des descendants des colons européens, comme les Croates, représentés à 50%, et pour le reste d'Allemands, de Britanniques, d'Espagnols, de Français, d'Italiens, de Suisses. Parfois, une migration peut prendre un sens contraire aux migrations venues d'Europe et prendre corps sous la forme d'un tubercule. Quand les Espagnols sont arrivés ici, à Puerto Montt, ils ont redécouvert la patate. Les Européens n'avaient pas mangé de patates depuis des siècles, car il n'y en avait pas chez eux. Ensuite, il y a eu un cuisinier français.
Car comme vous le savez, les Européens étaient déjà en Amérique depuis 200 ans. Ce cuisinier a eu des problèmes et il est allé en prison. Une fois là-bas, il a eu beaucoup de temps libre et il a demandé des patates. Puis il a commencé à préparer des plats faits à base de patates. Il a même fait des desserts à la patate. Il cuisinait tout avec la patate. Les entrées, les plats principaux, les desserts, tout à la patate. Il a appris tout ça en prison. Ensuite, une personne qui était venue lui rendre visite en prison a parlé au roi de France de ce cuisinier et de ses recettes formidables. Ils sont venus le chercher pour le sortir de prison et ils l'ont ramené en France. Ensuite, le roi a goûté les différentes préparations à la patate. Il en a beaucoup mangé et il a dit au peuple « Il faut manger des patates ». Et voilà, c'est ainsi que tout le monde s'est mis à manger des patates en Europe et un peu partout. C'est à partir de ce moment qu'on a mangé des patates au début du XVIIIe siècle. Les indigènes qui habitaient ici en mangeaient déjà. Les habitants de la région de l'Antarctique chilien affirment que si vous ne connaissez pas les chopiranes du kiosque Roca, c'est que vous n'êtes pas venu à Punta Arenas. Et 2 laits à la banane, la recette traditionnelle? Une petite portion? 2 choripan et 2 choriqueso? Même les gastronomes de Santiago savent que c'est dans ce kiosque que l'on déguste les meilleurs pains au chorizo de tout le Chili. « 4100 pesos. « 28 ans après que Christophe Colomb ait trébuché sur les Bahamas, Fernando de Magellan, lui, descend le long des côtes de l'Amérique latine, persuadé qu'il y aurait un passage plus au sud pour rejoindre les Indes orientales. C'est à bord de la Victoria, une nef dont la construction permit aux Espagnols de s'aventurer en haute mer, que Magellan se lança dans cette expédition audacieuse. Christophe Colomb lui-même admettait que l'on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où on va. Bingo. Le 21 octobre 1520, au niveau du 54e parallèle sud, la flotte de Magellan s'embouque dans un chenal qui se dirige vers le soleil couchant. Sur la côte sud du passage, les marins aperçoivent de la fumée, ce qui signalerait une présence humaine. De cette première observation restera le nom de Tierra del Fuego, la terre de feu. Parmi ces marins, un certain Antonio Pigafetta tenait un journal de bord sur lequel il consignait les événements marquants de cette première circumnavigation autour du monde. Il écrit « Un jour, sans que personne y pensât, nous vîmes un géant qui était sur le bord de la mer, tout nu. Notre capitaine envoya vers lui un de ses hommes, auquel il donna charge de chanter et sauter comme le géant pour le rassurer. Ce qu'il fit, et réussit à conduire le géant à une petite île où le capitaine l'attendait. Il était si grand que le plus grand d'entre nous ne lui venait qu'à la ceinture.
Le capitaine, Magellan, appela cette manière de gens Patagonie. Nous savons aujourd'hui que par Patagonie, Magellan faisait référence à un géant avec une tête de chien dont l'origine se trouverait dans un roman de chevalerie très en vogue à cette époque en Espagne. Ces géants patagons mesuraient autour de 1,80 m, ce qui était très grand pour les peuples européens sortant du Moyen Âge. Ce récit est le texte fondateur de la Patagonie. Il crée à la fois le mot « Patagonie » et ce qu'il désigne, cet espace jamais exploré jusqu'alors. Dans ce détroit qui prendra plus tard son nom, Magellan dut se confronter à des tempêtes et à la perte d'une partie de sa flotte. Lorsqu'il déboucha enfin dans l'autre océan, par contraste avec le déchaînement de tous les éléments vécus dans le détroit, il l'appela Pacifique. Le contournement du continent américain par son extrémité deviendra le passage obligé, parfois fatal, des navires voulant rejoindre les deux océans. Beaucoup d'équipages disparaîtront dans ces canaux du bout du monde. La Patagonie deviendra synonyme d'effroi, de désolation, de scorbut, de naufrage, de solitude extrême. Le 19e siècle, féru d'histoire naturelle, commence à regarder la Patagonie sous un autre jour. On veut observer, collectionner, mesurer. Corrélativement à l'égard de cette nature, la sensibilité s'ouvre et s'affine. On veut bien cesser de la voir comme uniformément et constamment affreuse, hideuse ou horrible. De nouveaux mots, des mots plus amènes, apparaissent pour la qualifier. L'inversion du regard à l'œuvre sur la Patagonie passe d'affreux à sublime. L'intérêt des Européens, et au premier chef des Anglais pour la Patagonie, s'enrichit de préoccupations nouvelles. Il ne s'agit plus seulement de reconnaître et de contrôler des passages maritimes, mais d'obéir à des motivations plus désintéressées. Ces paysages et les animaux qui les peuplent inspireront chez un naturaliste et paléontologue anglais une théorie sur l'évolution des espèces ainsi que sur la sélection naturelle. Charles Darwin navigua quelques mois dans ces canaux patagoniens. Quelques années plus tard, il publie L'origine des espèces, dans lequel il écrit « La Terre a été peu à peu colonisée par les plantes, des organismes unicellulaires qui, de mutation en mutation, ont évolué vers des êtres plus complexes, les animaux, dont l'homme. L'évolution se fait par sélection naturelle. Ce sont les animaux les plus adaptés à leur milieu qui survivent. Ce sont donc eux qui auront le plus de chances de se reproduire et donc de transmettre leurs gènes. » Un animal qui aurait une anomalie génétique, par exemple plus de poils que ses congénères, aura plus de chances de survivre dans un environnement plus froid. Il pourra donc transmettre cette anomalie positive à toute sa descendance. Cette mutation se diffusera rapidement à toutes les nouvelles générations de cette espèce. De même que cette nature patagone inspirera chez Darwin des textes fondamentaux de l'observation scientifique, elle inspirera chez un écrivain chilien des romans propres à cette nature. Francisco Colohan est le Jack London des grands espaces du sud de la Patagonie. Il a su exprimer mieux que personne la puissance de cette nature. L'importance de Francisco Colohan est telle que son nom fut donné à un parc maritime qui s'étend sur l'ouest du canal de Magellan. Cette réserve est un véritable havre de paix pour toutes les espèces marines australes.
le loup de mer, l'otarie à fourrure, le manchot, le pétrel. Les biologistes qui observent ces populations examinent leur santé, leur croissance, leur alimentation. Le mammifère marin le plus emblématique que l'on peut croiser à cette latitude est la baleine à bosse. La baleine à bosse est facilement reconnaissable grâce à son corps massif, sa couleur entièrement noire au-dessus et souvent blanche en dessous. Elle atteint habituellement 13 à 14 mètres de long et pèse en moyenne 25 tonnes. Son chant, très élaboré, la distingue des autres cétacés. Sa grande nageoire caudale sort largement hors de l'eau quand la baleine plonge. La forme de cette nageoire est propre à chaque baleine. Elle peut servir à son identification individuelle. Les biologistes du parc Francisco Coloan en ont répertorié ainsi 180 en une dizaine d'années. Celle-ci s'appelle Alluyo. Celui-là, Locho. Non loin de ce paradis marin, vit un vieil homme seul face à la mer, Juan Francisco Pérez Silva. Juan a vu le jour dans une famille pauvre au nord du Chili. Il a essayé un temps de travailler en Patagonie argentine jusqu'à ce qu'il soit renvoyé dans son pays natal en 1981 pour des raisons politiques. Il devint alors pêcheur à Punta Arenas, par nécessité, dit-il. Il y a 27 ans, il s'est installé sur cette langue de terre à la lisière du monde. Juan a toujours vécu seul. Il est l'homme qui vit le plus au sud de tout le continent américain. Je vis grâce à ce que la mer m'offre. Les algues. Je vis de ça. Et d'une petite retraite de 100 000 pesos qu'on me donne. On ne peut pas faire grand-chose ici avec 100 000 pesos. Au Chili, ce n'est rien du tout. Et ainsi, les jours passent, les années passent, on vieillit, et on n'a aucun avenir. Ce n'est pas que pour moi. C'est pareil pour la plupart des Chiliens qui subissent ça. Je me lève à 6 heures du matin, tous les jours. Je bois du maté, je pars travailler. Je suis heureux comme ça. La mer, c'est mon lieu de travail. Je pêche du crabe royal de Patagonie. Je travaille pendant les 6 mois où nous avons l'autorisation de pêcher ce crabe. C'est à ce moment-là que je peux gagner de l'argent. Mais lorsque l'hiver arrive, comment te dire, ce travail devient plus pénible. Dans la période de juin, juillet, même août. Mais ça ne pose pas de problème car on nous paye 7 000 pesos le kilo de crabe royal. Tu imagines? Tu pars travailler, tu pêches 100 kilos de crabe royal. C'est 700 000 pesos. Mais où est-ce que tu pourrais gagner 700 000 pesos en une journée? Un peu plus tard, c'est la saison des algues. On part récolter des algues. À quoi ça sert? On peut faire de la nourriture et un peu de tout. On peut faire de la crème pour les femmes, pour la peau et tout ça. Des algues, on en fait plein de choses.
même de la nourriture. Par contre, ici, on n'en mange pas. D'ailleurs, ici, à Punta Arenas, les gens ne mangent pas non plus de crabe royal, parce que c'est trop cher. Les algues que la mère vient déposer chaque jour devant sa cabane, Juan les fait sécher et les met en sac pour ensuite les vendre à un très bon prix à une société japonaise. Il y a des mois où il y en a, mais parfois la mer ne donne pas d'algues. Quand la mer est bonne, elle ne donne pas d'algues. Dans mon hangar, j'ai des sacs remplis d'algues. J'en ai à peu près 15 ou 20 sacs. Voilà, je les porte sur mon dos et je vais les déposer dans le camion. J'ai tout construit ici. Tout m'appartient. J'ai tout investi là-dedans, mes sacrifices, mon argent. J'ai réussi à avoir tout ça grâce à mes efforts. J'ai fait tout seul. Et voilà, c'est ici que je vis. Je suis content avec ce que j'ai. Pourquoi j'en voudrais davantage? Je pense que je n'en ai pas pour longtemps. J'ai 78 ans. Je n'ai jamais été malade. J'ai toujours eu une bonne santé. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie, car ici, je suis seul. Personne ne vient m'embêter. Personne ne me crie dessus. Je vis en paix, tranquille, seulement avec celui qui est là-haut. La seule chose que j'espère, c'est qu'il aide d'autres gens aussi. Je suis de trop. Je prends la place à quelqu'un qui pourrait venir en profiter. La Patagonie est très riche. Mais ici, à Punta Arenas, ce sont 4 ou 5 vieux qui se partagent toute la richesse. Et pour le reste, tu ne verras jamais un seul Chilien propriétaire d'une estancia. Si Juan a le sentiment que les grands propriétaires ne sont pas chiliens, il fait surtout référence au créateur de la marque North Face. Douglas Topkin a acheté plus de 300 000 hectares de terre patagone pour en faire des parcs écologiques. Les sentiments de la population chilienne sont mitigés pour ceux qui n'ont pas de terre ou qui en ont été expulsés. Côté argentin, les frères propriétaires de la marque de pulls Benetton possèdent 600 000 hectares sur des terres que revendique toujours le peuple mapuche. Une grande partie de la Patagonie appartient à une oligarchie terrienne qui gère un système latifundiaire. Les racines de cette situation remontent à la façon dont a été colonisée la Patagonie. Historiquement, tous les primo-propriétaires étaient des migrants qui débarquaient d'une Europe qui ne leur offrait pas d'avenir respectable. Beaucoup d'entre eux étaient des Gallois qui débarquaient là sans autre bagage que le souvenir de leur expulsion des Highlands par les capitalistes terriens et n'avaient nulle part ailleurs où aller. À ce propos, dans son livre En Patagonie, l'écrivain britannique Bruce Chatwin écrit « Plus on descend dans le sud, plus l'herbe devient verte. Les élevages de moutons riches et les Britanniques nombreux. Ce sont les fils et petits-fils des hommes qui ont défriché et clôturé les terres dans les années 1890. Très vite, ils se rendirent compte que leur petit élevage de moutons se développait de façon exponentielle sur cette terre du Nouveau Monde. Ils gagnèrent beaucoup d'argent au début du siècle, grâce au boom de la laine. Car les inépuisables réserves de main-d'œuvre bon marché permirent à la laine patagone d'éclipser tous ses concurrents. Pour les jeunes États que sont le Chili et l'Argentine, la Patagonie a cessé d'être une terre nulle.
elle est devenue une terre à exploiter aux ressources très intéressantes. Aujourd'hui, la main-d'œuvre se fait rare et le cours de la laine s'est effondré. Beaucoup de propriétaires dont les terres se trouvent dans les plus beaux endroits de la Patagonie argentine se reconvertissent dans l'accueil des touristes, qui sont aussi, pour une grande majorité, européens. Esteban a hérité de cette estancia qui lui vient de son arrière-grand-père. Cette estancia est au bord du Lago Argentino, un décor où l'on aurait placé la Sibérie en bas des Alpes. Tu me prêtes, Puppy? Non, ces fers se sont détachés. Ils sont pas gros, mais plutôt costauds. Mais si, ils sont gros. Ils sont comme les vieux de Calafates. Ils n'ont pas d'argent, mais ils sont gros. Ils se débrouillent pour en trouver quelque part. Ne monte pas la colline avec les mots parce qu'il va te jeter une pierre. On y est déjà allé avec, tu t'en souviens? Oui, mais c'était en quelle année? Oh, je ne me souviens plus. À l'époque du processo, lorsque j'étais gendarme. On était dans des bons termes avec les gendarmes à notre retour. Bien sûr. Mon nom est Esteban Echeverria. Je suis le propriétaire de l'estancia Rio Mitre, où je travaille avec mon fils, Selmar. On propose des services tels que l'hôtellerie, la restauration et des activités telles que des randonnées équestres et la pêche. Mes grands-parents sont arrivés à Santa Cruz en 1901. Ils venaient d'Uruguay et mes arrière-grands-parents de Bilbao. Le béret vient du Pays basque, mais ça fait tellement longtemps que nous sommes là que je ne sais pas si je le garde pour respecter la tradition qui vient de mon grand-père ou parce qu'ici, à la campagne, tout le monde porte un béret basque. L'origine de chaque personne est avant tout génétique. Et nous, on a des comportements basques sans avoir eu accès à cette culture directement. On a beaucoup de comportements naturels. Par exemple, concernant la construction, ici, j'ai fait la cuisine, sans avoir aucune maquette, ni un architecte qui s'en occupe. J'ai tout conçu tout seul et de manière spontanée. Les Basques qui passent par ici me disent que c'est identique à ce que l'on fait là-bas. Et en plus, je sais que notre nom de famille, Echeverria, veut dire la nouvelle maison. Le grand-père d'Esteban, émigré basque, a été enrôlé par l'armée argentine pour contrer les prétentions chiliennes sur le sud de la Patagonie. Mais en fait d'enrôlement, le gouvernement argentin abandonna ses soldats afin qu'ils peuplent cette zone. C'est ainsi que quelques années plus tard, en 1925, le gouvernement proposait ces terrains de 625 hectares et mon grand-père a demandé un de ces terrains. Et il a eu le terrain numéro 1 en 1925. C'est-à-dire que de 1910 à 1925, personne ne voulait venir ici, puisqu'il a reçu le tout premier terrain après autant d'années passées. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun intéressé avant lui. Si l'Argentin consomme en moyenne 100 kg de bœuf par an, la Patagonie préfère l'agneau. Il est cuit en entier sur un feu ouvert. Cette technique traditionnelle est connue sous le nom d'asado à la estaca. Les steaks d'agneau sont ensuite arrosés d'une sauce d'herbe aillée
vinaigré et pimenté, le chimichurri. Lorsque mes grands-parents sont venus habiter ici, la ressource qu'ils avaient à disposition, c'était les moutons. Il y en avait environ 2000, plus ou moins. Ces 2000 moutons représentaient toute l'économie de l'année. Grâce à la valeur de la laine, elle était chère. À ce moment-là, la laine était le pétrole du monde. Mais avec le temps, la valeur du pétrole a monté, donc celle de la laine a baissé. On a quasiment fini par ne plus en produire. J'ai des origines italiennes et allemandes. Je suis allemand du côté de mon père et italien du côté de ma mère. Dans cette estancia, je me sens heureux. Je suis en contact avec la nature. Et ça me fait me sentir accompli, rempli. La première fois que je suis venu ici, j'ai vraiment eu du mal à gérer. C'était un désastre. Maintenant, cela fait 4 ans que je suis là et on m'a appris énormément de choses. Et pour le reste, je l'ai appris tout seul, en observant, en réfléchissant. Mais ce que j'ai le plus appris, c'est tout ce qui concerne ma propre personne. J'ai appris à mieux me connaître. Oui, ça me plairait bien de rencontrer une compagne pour qu'on puisse être dans la nature ensemble. J'aime ce lieu à tel point que je me sens en vacances ici. On me demande souvent pourquoi je ne pars pas en vacances. Les fois où je suis parti, j'ai eu hâte de revenir au plus vite. À vrai dire, ce lieu est vraiment très beau. On peut pêcher, on a des ressources. Sur plusieurs aspects, on est bien ici. Mais parfois, ce lieu produit des sensations bizarres. Un peu comme une sorte d'indignation. Mais en même temps, il te manque lorsque tu n'es pas là. C'est étrange.
Esteban, comme Simon, ont de bonnes raisons de se sentir bien dans cette partie australe de la Patagonie, au milieu de ce magnifique décor de montagnes, de lacs et de steppes. L'air y est pur, la lumière spectaculaire. Cette Patagonie est celle que les agences de tourisme mettent le plus en avant pour attirer une clientèle exigeante. Elle propose des possibilités de long trek, hors du monde, de monter sur des chevaux de la race Criollo, ou de se rendre au pied du glacier Perito Moreno, qui se jette dans le lac Argentino et qui lui donne cette couleur surnaturelle. La Patagonie, longtemps appréhendée comme un obstacle, est devenue la Patagonie spectacle. Elle attire une partie de nos contemporains dans une ruée collective vers l'or vert et l'or blanc de cette contrée oubliée des dieux. Une sorte de paradis perdu. À quelques kilomètres de là, la ville d'El Calafate est devenue le centre du tourisme patagon. Il y a seulement une dizaine d'années, elle avait tout d'une petite bourgade de pionniers au tempérament sauvage. Aujourd'hui, elle ressemble plus à ces villes chics des Alpes autrichiennes, avec ses boutiques de mode élégantes. Elle a été fondée en 1927 par le gouvernement argentin afin de consolider le peuplement de la région. Avec l'explosion du tourisme, elle compte aujourd'hui plus de 18 000 habitants. Elle est la porte d'entrée du parc national Los Glaciares. Quand les touristes reviennent d'excursion, certains vont poursuivre l'expérience de leur journée en se rendant au Polar Bar et se retrouver comme s'ils étaient à l'intérieur du glacier Perito Moreno. La pampa argentine donne souvent l'impression de se trouver dans des décors de l'Ouest états-unien. Cette sensation ne serait pas complète si l'on ne prenait pas la Ruta 40. La route 40 est le pendant patagon de la mythique route 66 qui relie Chicago à Santa Monica, en Californie, mais en plus grand encore. La Ruta 40 relie en 5000 km la Bolivie au détroit de Magellan. Tous ceux qui voyagent en Patagonie argentine passent obligatoirement dessus. Mais cela ne veut pas dire que vous allez croiser des êtres humains. La densité de la population est si faible, avec 3,6 habitants au kilomètre carré. Si le 19e siècle a vu la Patagonie se peupler, le 21e la voit perdre ses habitants.
En traversant l'immense pampa argentine, si la chance est au rendez-vous, vous croiserez peut-être un véritable gaucho. Le gaucho est devenu aussi rare que son cousin le cow-boy des westerns. Cette espèce en voie de disparition trouve aujourd'hui bien plus pratique de rassembler le troupeau en cavalant sur une moto. Ce gaucho mécanisé s'appelle Eric Augustin. Il est responsable d'une estancia dans la région du Haut Plateau central, le centre géographique de la Patagonie. Une zone aride qui n'impose pas de direction au vent. Ce vent patagon souffle tellement fort qu'il n'a pas d'odeur. Les odeurs ont été repoussées très loin et très vite. Le réflexe naturel chez les habitants de cette contrée est de vous inviter à boire le maté, une sorte de thé très amer que les Argentins boivent à longueur de journée. Eric partage un baraquement secoué par les vents avec Manuel, l'unique péonne de l'estancia. Manuel est originaire de l'île de Chiloé, qui se trouve sur l'océan Pacifique. La majorité des travailleurs des estancias argentines viennent de cette île chilienne. Eric, lui, a grandi ici, dans cette pampa livrée à tous les vents. Je m'appelle Eric Mario Agustin. Mon arrière-grand-père est venu de l'Allemagne, en fuyant la guerre. Il est entré par le Chili, puis il s'est installé à San Julián. Ensuite, mon grand-père est né, puis on a tous grandi ici, à Gregorio, toujours autour du travail rural. Voilà. C'est un peu ça, mon parcours, l'histoire de ma vie. Ça fait plusieurs années que je suis ici, à la campagne. Je suis arrivé en 1986. Cette année-là, mon père a commencé à travailler ici. J'ai toujours aimé la campagne. Je ne travaille pas par besoin, mais parce que ça me plaît. Eric aime rendre visite à son voisin Felicindo, le plus ancien gaucho de la région. Felicindo porte la tenue traditionnelle des gauchos, le béret, mais aussi la bombacha, ce pantalon bouffant que portaient les zouaves qui avaient combattu en Crimée. Dans le ceinturon, il a coincé son inséparable couteau, qui reste ainsi toujours à portée de main. Eric a beaucoup appris de Felicindo, à qui il voue une grande admiration. Il est rare de rencontrer un gaucho aussi expérimenté dans l'art du dressage des chiens bergers.
Ils sont nombreux. Parfois, ils commencent à s'éparpiller. L'autre jour, j'ai vu le mâle, celui qui est tout blanc, s'approcher du voisin. Ah bon? C'est curieux, l'autre jour, j'ai vu que ce type s'est mis à côté du corral pour regarder les moutons. Il sait très bien qu'il n'est pas le bienvenu, mais il vient quand même. Effectivement, il est venu. Et il m'a dit, ces moutons sont à moi. Et je lui ai dit, à vous? Lesquels? Ceux-là. Vous avez mis une boucle d'oreille aux moutons? Vous les avez même pas marqués. Mais si, ils ont ma boucle d'oreille à moi. Je les ai depuis tout petit. Il a demandé, depuis quand les avez-vous? Depuis toujours. Et ils étaient tout petits. Et depuis, ils se baladent toujours par chez moi. Le mouton blanc est grand maintenant. Il a grandi avec le plus grand. Leur mère, la Coluda, comme je l'appelle, elle a toujours mangé là, dans mon ranch. Et je lui ai dit, vous avez marqué vos animaux? Il a dit que oui. Ceux-ci ont ma boucle d'oreille. On ne peut pas les confondre. On va fermer là-bas pour qu'ils ne viennent pas les voir. On ne verra plus, car après ça, il n'a plus rien dit. Je lui ai dit, si ces moutons sont à vous, alors prenez-les, allez-y. Mais il a dit non. Ça va aller. Il faut les enfermer et les revendre. Alors je veux bien voir comment vous vous en sortez. Comme ça, il se trompe. Il n'a plus qu'à aller les enfermer. Bien sûr, pour qu'il ne reste plus aucun doute là-dessus. Ils sont dehors maintenant. Je vais les appeler. Mince, j'ai failli marcher là-dessus. Et le voilà, le Binacho. Je vais aller voir les chevaux maintenant. Les jeunes ne veulent pas venir ici à la campagne. En Patagonie, 70% des ranchs sont vides. Tout a été volé. Les toits, les portes. Il n'y a plus d'animaux, plus rien. Même les arbres sont secs. En 1991, avec le volcan, ça a été une véritable tragédie. Les terrains ont tous été détruits. Je pense que ceux qui ont vécu ça et qui ont beaucoup souffert n'ont pas fait le bon choix pour leurs enfants en les envoyant faire des études à Buenos Aires. Car après, une fois qu'ils sont morts, leurs enfants ne savaient pas s'occuper des ranchs. Ils étaient incapables de gérer tout ça. Et voilà, c'est ainsi qu'ils sont partis. Moi, j'aime toujours la campagne. Je pense que quelqu'un doit produire. On doit manger tous les jours, et si personne ne produit, on meurt de faim. On fait tout le boulot en apprenant sur le tas. J'aime ça. C'est dur. Je dois vraiment travailler beaucoup. Mais si tu aimes ça, ça ne pose pas de problème. Prendre congé d'Eric, c'est quitter un monde en voie de disparition. Un monde d'hommes rudes au cœur coriace, qui chaque jour se lèvent pour affronter une nature qui rime avec démesure.
Dans la région de Santa Cruz, perdu dans un décor que le Colorado aurait imité, un bâtiment intrigue. Jorge, que nous avons rencontré sur la Ruta 40, nous apprend que c'est un observatoire astronomique qui a été abandonné depuis des années. Jorge connaît la personne qui vit dans la maison autrefois occupée par les astronomes. Cette personne est un cacique mapuche, un chef mapuche. Ce peuple autochtone avait su résister à l'expansion des Incas, mais pas à celle des conquistadors espagnols. Le nom mapuche se traduit par peuple de la terre, mais la terre ne leur appartient plus. Et comme tous les peuples autochtones de la Patagonie, ils ont bien du mal à faire valoir leurs droits et à vivre dans leur culture. Ce chef mapuche s'appelle Ramon Ipulef. Il représente sa communauté auprès de la Confédération qui réunit les Mapuches et les Tehuelche. Les Tehuelche sont un autre grand peuple qui vit au sud de la Patagonie. Ce sont les drapeaux de Mapuche et de Tehuelche. Mapuche, Tehuelche. Elle, c'est la Verken, la porte-parole de l'organisation. Et lui, c'est le Lonco, le chef, Ramon. Nous, on vit de bout de bois. Qu'est-ce que je pourrais faire là-dessus? Maintenant, je ramène les planches pour en couper quelques-unes. Avant, les Mapuches et les Tehuelches n'avaient pas de problème. Ceux-là se laissent tuer comme des agneaux. Bah oui, mais ça n'a pas été pareil avec les Mapuches. Les Mapuches n'ont pas pu être vaincus par les Espagnols. On est toujours là, en vie. Il y en a toujours quelques-uns qui traînent. On ne parle plus beaucoup la langue des Mapuches, c'est fini ça. Et c'est la faute à qui? C'est la faute à mon grand-père. Certes, il a été apprécié par tellement de gens, mais c'est quand même lui le coupable. Mon grand-père a été captif des militaires. Des militaires de l'époque. C'est-à-dire, on l'a attrapé quand il était tout petit, et quand il a fini de grandir chez eux, un militaire l'a pris comme serviteur. Après, il l'a quand même éduqué et tout ça. Mais quand il est devenu adulte, on lui a dit « Bon, maintenant, tu vas apprendre à ton peuple à être civilisé. Tu dois oublier... leur habitude et tout ça. Voilà. Tu dois oublier leurs croyances, leur langue. Tu dois tout effacer parce que désormais, tu vas côtoyer que des Blancs. » Alors le Mapudungun, ça c'est mort. On ne devait parler qu'en espagnol. Parce que... C'était la nouvelle langue qui arrivait. Il fallait aller de l'avant. Alors quand on était petit, on nous mettait dehors lorsque les grands-parents et mes parents discutaient. On n'était pas censé entendre. La langue. La première chose que mon grand-père a faite quand il a reçu les terrains, il a reçu 50 lieues, plus ou moins. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, pas de lieues, 50 hectares plutôt, pour une affaire d'école. Ils ont ramené des instituteurs pour venir enseigner. C'était fini la langue mapuche. Et voilà, on hisse le drapeau. On chante l'hymne national. On hisse le drapeau, on chante l'hymne national tous les jours. Tout a changé.
Il ne manquait plus qu'à nous imposer leurs églises aussi, La Sainte Patagonie. faites principalement en pierre. Quelle absurdité. Et toi, comme tu étais tout petit, tu ne t'en souviens pas. Ils te lavent le cerveau depuis tout petit. Mais après, une fois que tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu vas faire? À qui tu vas réclamer quoi que ce soit? On ne peut plus rien faire avec ça. Les Benetton et les Mapuches. Dans le musée, tout ce qu'on y trouve provient de la famille d'Aldo, Huilinao, Ah oui? dans le musée de Benetton. De Benetton? Benetton a un musée? Oui, et ils ont aussi un autre musée dans le nord. Tiens, Oui, avec des choses qui ne leur appartiennent même pas. bien sûr. Car en plus, il se fait passer pour le protecteur des Mapuches. Figure-toi qu'on allait lui donner des champs à sa famille. Il s'appelle comment déjà, la famille Antieco? On leur a donné combien d'hectares déjà? On parlait de dons. Mais à la base, ces terres étaient à qui? Après, il faudra donner quoi? Nos enfants? À un moment donné, Benetton a dit « Bon, on a beaucoup de terrain, mais on va vous en laisser un peu, à vous, les Mapuches. » Et ils nous ont laissé un endroit incultivable, un champ de cailloux. Voilà, ceci est pour vous. Il ne faut leur donner qu'une seule portion, parce que sinon ils te sautent dessus. Cette pampa, la péninsule que vous voyez par là, m'appartient. Ce serait un joli champ si on s'en servait pour cultiver. Et j'y ai pensé tellement de fois. Mais il me manque la chose la plus importante. Par exemple, imaginez enlever ce ravin et ouvrir la voie à la rivière. Par l'intérieur, comme ça. Et de l'autre côté, on mettrait des graines partout. J'aimerais bien, mais je suis trop vieux. Je pense que... Je ne sais pas. Ça restera seulement un projet.
La petite cité d'El Chalten s'est élevée au pied du mont Fitzroy, que l'on voit très rarement à travers les nuages. D'ailleurs, El Chalten veut dire la montagne qui fume, dans la langue tehuelche. Elle est devenue la Mecque de l'alpinisme argentin. El Chalten est la porte d'accès du Campo Hielo Sur, cette mer de glace grande comme 3 départements français, à cheval entre le Chili et l'Argentine. La ville fut créée en 1985 par le gouvernement dans l'intention de fixer une population argentine afin que le Chili ne puisse pas revendiquer ce territoire. Le tracé de la frontière entre le Chili et l'Argentine a été un véritable casse-tête pour les géographes et les diplomates. Dès le lendemain de l'indépendance de ces deux nations, et tout au long du XIXe siècle, ce ne furent que tensions, menaces et risques d'intervention militaire. La signature d'un traité, en 1881, offrait un compromis fragile, à peu près satisfaisant pour les deux pays. La cordillère des Andes servit de frontière naturelle sur près de 3500 km. Mais ni le Chili ni l'Argentine n'obtinrent l'accès souhaité aux deux océans. Au Chili, le Pacifique, à l'Argentine, l'Atlantique. Plusieurs erreurs géographiques et diplomatiques furent commises dans ce long et laborieux tracé des frontières. Du temps de la dictature de Pinochet, les deux pays étaient sur le pied de guerre. Le pape Jean-Paul II dut intervenir comme médiateur symbolique entre Santiago et Buenos Aires. Les querelles de frontières ont encore une solide espérance de vie. Avec le réchauffement général qui fait fondre les glaciers, la ligne de partage des eaux n'arrête pas de bouger. Un proverbe patagon dit que le Chili est l'instrument de Dieu pour tenir les Argentins à l'écart du Pacifique.
À partir d'El Chalten pour rejoindre le Chili, il existe une voie accessible seulement pour de bons marcheurs à l'esprit d'aventure. Ricardo, qui habite de l'autre côté de la frontière, au Chili, vient récupérer les voyageurs pour les guider à travers la montagne. Comme tous les passeurs, il est peu loquace. Les voyageurs qui ont choisi cette piste en divulguent le parcours de façon confidentielle. Un passage à emprunter seulement l'été et avec quelques provisions si jamais une mauvaise météo s'invitait dans l'expédition. La traversée par la montagne peut prendre quelques jours. C'est sans doute un voyage comme celui-ci, mais vécu comme une odyssée, qu'ont dû emprunter des conquistadors et par la suite, des aventuriers partis à la recherche de la cité des Césars. La Patagonie, avec ses mystères et ses vastes espaces inexplorés, est un territoire de prédilection pour la persistance de légendes telles que la cité des Césars. Celle-ci fit long feu, puisqu'elle était encore recherchée au début du XXe siècle. Elle est le pendant austral du mythe de l'Eldorado. Déjà au XVIe siècle, les soldats de la couronne d'Espagne parlaient d'un mystérieux royaume de Trapalanda, dont la cité serait pavée de lingots d'or. Les portes des maisons tourneraient sur des gonds d'argent pur. Les habitants ne tomberaient jamais malades. Ils étaient éternels. La cité se trouverait au bord d'un lac, protégé par de grandes montagnes. Ce mythe doit peut-être son existence à la concordance de plusieurs légendes. Les échos de richesses qui parvenaient de l'empire Inca au nord et les événements tragiques qui se produisaient au sud, dans le détroit de Magellan. Tous ces naufragés ne pouvaient pas disparaître ainsi. Si on ne les retrouvait plus, c'est bien qu'ils ne voulaient pas qu'on les retrouve. Si la légende de la cité des Césars persista aussi longtemps, c'est parce que régulièrement des affabulateurs racontaient y avoir vécu. Dans les archives des Indes, à Séville, on peut y lire ces histoires sorties de l'imagination de quelques voyageurs. Ainsi, en 1707, un certain Silvestre Antonio de Roxas dit y avoir vécu et donne de la fameuse cité une description qui évoque curieusement les récits utopiques. L'accent y est mis sur une organisation sociale et économique de qualité et sur des conditions particulières qui garantissent le bonheur des habitants. La cité a de magnifiques édifices destinés au culte et des maisons de pierre taillées et bien couvertes, à la mode d'Espagne. Dans la plupart d'entre elles, il y a des Indiens qui assurent le service domestique et s'occupent des biens. Il y a de nombreuses fermes où ils récoltent en abondance du grain et des légumes. Elles sont agrémentées de cèdres, de peupliers, d'orangers, de chênes et de palmiers, avec une multitude de fruits très savoureux. Le climat est le meilleur que l'on puisse trouver aux Indes. Si sain et si frais que les habitants ne meurent que de vieillesse. L'on ne connaît pas là-bas la plupart des maladies qu'il y a ailleurs. Il ne manque que les Espagnols pour coloniser et mettre en valeur toutes ces richesses. Que personne ne pense que ces propos sont exagérés. C'est la pure vérité. Je peux l'affirmer pour avoir voyagé là-bas et touché cela de mes mains.
Ricardo et sa famille se sont installés dans ce lieu isolé qui aurait peut-être protégé la cité des Césars. Depuis quelques années, Ricardo voit passer des voyageurs qui tentent de rejoindre le Chili par la montagne. Ce passage difficile lui offrit de nouvelles opportunités. Pueden hacer varios trabajos. Caballos. Le cheval peut être très utile Transportar gente, pour transporter des gens, equipaje, des bagages, trabajar con los vacunos. travailler avec les bovins. Et depuis l'arrivée des touristes, est-ce qu'il y a plus de travail? Plutôt No plus. más. Sí. Oui. Beaucoup Mucho más. plus. La première année, il y a eu 50 personnes. Et Et la dernière temporada saison, pasada, 2800. Et ils venaient d'où? La plupart sont des Européens. Et des Européens, ce sont les Français qui passent le plus. La saison dernière, du moins. Il y a aussi des Allemands, des Espagnols, mais statistiquement parlant, la plupart sont Français. Mon grand-père est arrivé à Candelario, Mansilla. Ça devait être en 1925, plus ou moins. Et ils venaient d'où? De Puerto Montt. Puerto Montt, c'est dans la région des lacs. Et il est venu pour l'aventure. Pour l'aventure. Pour trouver des endroits calmes. Un peu trop calmes. Alors vous vivez comme des pionniers? Oui. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En hiver, on est les seuls ici. Vraiment les seuls. Il n'y a pas de touristes en hiver. Si vous voulez, en hiver, je suis un pionnier à 100%. Je m'appelle Alex Uribe Colivoro. J'ai 27 ans. Je suis chilien de Chiloé. Mais j'ai toujours eu envie de vivre la carretera australe. Alix fait partie des voyageurs qui tentent le passage entre les deux pays par la montagne. Mais un coup de vent a rendu impossible la traversée du lac O'Higgins. Cela fait une semaine qu'il attend le bateau qui viendra le délivrer. On est arrivé ici et on a appris que le bateau ne partait pas. On est arrivé vendredi et on est jeudi. Il s'est passé une semaine déjà. Là, il ne reste plus de nourriture, mais j'ai joué de la guitare. J'ai fait beaucoup de choses. On est allé pêcher, j'ai rencontré beaucoup de monde, de beaucoup de pays différents. On a faim, on mange du riz depuis 5 jours. On essaie de pêcher, mais on est sur On a posé des hameçons. Ouais, ils sont là. Mais il a chopé une truite, mais depuis, plus rien. Comme si c'était passé le mot un peu. Genre, faites gaffe, il y a des gars qui ont la dalle. Je suis en train de vivre l'expression ultime de la liberté. Sans nourriture, mais avec une guitare. On dit que demain le bateau arrive. Du coup, si tout se passe bien avec la météo, et si le lac le permet, je pourrais arriver demain à la Villa O'Higgins pour prendre la route numéro 7 qui correspond à la carretera australe. Et après ça, je vais voir ce que je vais faire, dans quelle montagne je vais aller, quel endroit je vais découvrir. C'est la vie pure.
Ici, on retrouve la vie pure. Et ceci est la Patagonie. On est ici au milieu de nulle part, avec des gens très gentils. Une fois rentré, je vais me souvenir de ce moment. Je suis en train d'écrire un carnet de route sur ce voyage. Si l'existence de la cité des Césars reste invérifiable, Alix est soulagé de quitter cet endroit. Le temps s'étant un peu calmé ce jour-là, le capitaine du bateau réussit à récupérer les touristes naufragés. Ce lac est un des plus difficiles à naviguer en Patagonie. En fait, c'est par sa forme. On dirait qu'il a une forme de pieuvre. C'est comme si le lac avait 8 tentacules. Puis c'est dans cette zone que la rivière Pascua croise les autres rivières, et les vents se rejoignent aussi. Ici, c'est un lac binational, argentin de ce côté-là, mais là-bas, c'est le côté chilien, et c'est de là que le courant de la rivière Pascua vient avec des eaux troubles. Puis, il y a aussi celles qui viennent du glacier O'Higgins. C'est de là que le vent du sud-ouest vient. C'est le vent du glacier qui est assez dominant. C'est là que les 3 rafales se rejoignent et produisent un courant ici. C'est un croisement, ce qui rend la navigation très difficile. À part ça, et comme information générale, sachez que le lac se trouve à 255 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, et c'est le lac le plus profond d'Amérique. Le numéro 1. Le plus profond de l'Amérique, et le 5e plus profond du monde, avec 838 mètres de profondeur. Ces eaux sont originaires du glacier à 100%. Ça explique sa couleur, due à la sédimentation. Alix et ses compagnons de voyage vont pouvoir rejoindre la Carretera Austral et continuer leur route en Patagonie chilienne. Cette région, qui se nomme Aysén, est la moins connue de toute la Patagonie. Même les Chiliens sont en train de la découvrir. Elle est devenue accessible depuis peu de temps grâce à la construction de la Carretera Austral, cette route construite par l'armée chilienne. Un chantier titanesque dans lequel un certain nombre de vies de soldats fut englouti. D'ailleurs, les railleurs disent que la seule guerre que l'armée chilienne eut à mener fut la guerre contre la nature.
En prolongeant le voyage dans les fjords de la côte pacifique, c'est encore une autre Patagonie qui apparaît en même temps qu'une question. Qu'est-ce que la Patagonie ? Est-ce un lieu sur Terre ou un coin de notre imaginaire ? Qu'est-ce que la Patagonie ? C'est peut-être ce monde au bout du monde qui offre à l'homme contemporain la possibilité de se retrouver à l'intérieur de lui-même. Cette grande terra incognita.